Sur la sublime rive sud du lac Léman, dans la commune de Siers, je pose le pied sur les chemins glacés d'un parc ornithologique aux habitants majestueux. Ici cohabitent 150 rapaces du monde entier. Des individus nés en captivité dont la plupart sont des espèces menacées d'extinction. Ce parc, qui présente l'une des plus belles collections d'oiseaux de proie de France, est avant tout le rêve d'un homme. Jacques-Olivier Travers, un fauconnier professionnel passionné depuis l'enfance par ces oiseaux carnivores. Après avoir fondé ce parc à l'âge de 24 ans, il participe aujourd'hui à la sauvegarde et la réintroduction d'espèces en voie de disparition à travers l'association Freedom. Comment ce fauconnier, qui ne cesse de se lancer de nouveaux défis, agit-il pour la cause des oiseaux? Bonjour Hélène. Bonjour Jacques-Olivier. Ravi de t'accueillir. Avec un petit déjeuner, c'est ça? Ça serait pas très sympa de ma part, c'est pas pour toi. En plus, c'est pour les oiseaux. Mais, des poissons. Ouais, les poissons, on va aller voir des aigles pêcheurs. Puis tu vas voir, on essaie justement de respecter à ceux-là vraiment leur régime de la nature. Bien, je te suis. Allez. Vas-y, je te laisse passer en premier. Merci. Première constatation dans cette volière de 4000 m², les oiseaux, bien que captifs, ont un beau volume pour voler. Un espace unique, propice à l'observation des comportements de ce jeune couple d'aigles pêcheurs. C'est un pigard à queue blanche, hein? Alors voilà, ça c'est cette espèce qui me passionne tant, qui est le plus grand aigle d'Europe, le 4e plus gros aigle au monde, un oiseau qui vivait chez nous jusqu'il y a 200 ans malheureusement. Et puis, il a disparu de France. Il a disparu, mais là par contre très clairement uniquement par la faute des hommes. On était à l'époque où on a commencé à faire cette distinction un petit peu bizarre entre les animaux utiles et nuisibles. On l'avait classé dans les nuisibles et chaque fois qu'on tuait un de ces oiseaux, on avait une prime. Donc en l'espace de 20 ans, on les a complètement massacrés. Éradiqués. Parce que c'est un gros oiseau qui vole pas très vite en plus, donc c'était un coup de fusil facile. Facile à chasser. Un facile, ouais. Cet oiseau a longtemps été considéré comme un danger pour les troupeaux et la prise de conscience a été trop tardive. Jacques-Olivier s'est donc fixé un véritable challenge, réintroduire en France cet oiseau. Allez. Du petit poisson. Du petit poisson pour commencer, du gros après. On est parti. Pour réussir, il va d'abord apprendre à ses pigargues à voler, puis à se nourrir, les deux fondamentaux à leur survie dans la nature. Et donc là, c'est vraiment pour toi une étape transitoire pour ces animaux-là, pour une éventuelle réintroduction plus tard. Un oiseau qui est né en captivité, il y a deux choses qu'il ne sait pas faire. La première chose, c'est voler. Il sait se déplacer, il sait aller d'un point à un point B. Ouais. Mais il ne sait pas utiliser le vent, le thermique, enfin tout ce qui fait l'aérologie dans la nature. Ça, je vais lui apprendre. Et puis la deuxième chose qu'il ne sait pas faire, c'est pêcher, parce que ça, c'est en voyant faire ses parents qu'il va l'apprendre. Donc nous, on va développer cet instinct-là. Alors c'est un instinct qui est vraiment à fleur de peau. Il suffit juste de le réveiller pour qu'il se révèle. Mais par contre, au début, quand tu leur mets un poisson dans l'eau, ils n'ont pas idée. Ils plongent, ils tombent dans l'eau. Et il faut vraiment un petit peu de temps pour qu'ils apprennent. Mais par contre, l'instinct revient très vite. Et après, ils en racontent, ça devient un jeu. Ils ont envie d'attraper. La difficulté dans le travail que je fais là, c'est de trouver le juste milieu entre un lien indispensable pour que l'oiseau ait quand même du plaisir à rester avec moi et à apprendre avec moi, mais pas trop, parce qu'un jour, il va falloir qu'il se libère, entre guillemets, de notre camaraderie ou de notre participation ensemble pour retourner à l'état sauvage. Donc il faut juste trouver le juste milieu entre j'aime l'homme pour apprendre à faire ce que j'ai à faire avec lui, mais j'en ai pas besoin pour que dès que j'en aurai plus besoin vraiment, je vive tout seul. Voilà, c'est ça le truc. Tiens, regarde, hop. Ah bah il a pêché. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment le bassin parfait pour eux. C'est ça qui est génial, c'est que du coup, on les voit vraiment comme dans la nature, en train de faire leur approche. T'as vu, c'est mis au vent, hop, il est reparti, c'est ça qui est chouette, quoi. En tout cas, je comprends ta fascination pour cet oiseau parce qu'il est magnifique.
Ouais, puis ce que Voilà. j'adore, t'as vu dans cette volière, on les voit vraiment voler. Ah, on quoi. les Là, voit vraiment voler, c'est génial. Moi, j'adore venir des fois dans cette volière et j'y reste une demi-heure. Là, je la regarde s'amuser. C'est vraiment super. En développant leur instinct de pêcheur et en leur offrant la possibilité de voler, Jacques-Olivier mène ses pigargues vers l'autonomie. Mais il y a un autre défi, la méfiance persistante envers cet animal qui reste un prédateur. Pour y faire face, Jacques-Olivier s'appuie sur une méthode implacable. Un plan de communication sensationnel auprès du grand public qu'il produit dans le monde entier. Jacques-Olivier pratique une fauconnerie très particulière et réalise avec ses aigles des exploits incroyables. De Londres à Paris, en passant par l'aiguille du Midi, avec les aigles équipés de caméras, ces défis sont toujours plus extrêmes. Et les vidéos relayées sur Internet font le tour du monde. Jacques-Olivier est en quelque sorte un éducateur pour rapaces et un performeur. Mais je remarque aussi le lien fort qui l'unit à chacun de ces oiseaux, comme ici avec le jeune Darshan. Alors pourquoi repousse-t-il les limites de ses protégés pour de la simple communication? Calme-toi. Ah bah oui, mon petit pépère. Regarde. Dans cette société où on est géré par l'image et l'émotion, moi j'ai compris il y a quelques années que si on voulait vraiment faire quelque chose pour ces animaux-là, il fallait faire de quelques-uns de ces oiseaux des ambassadeurs. Parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on amène ces oiseaux là où les gens ne les attendent pas, on crée l'effet de surprise, on crée l'émotion et les gens vont avoir un autre regard sur les aigles. Comme je dis toujours, quand on est capable de faire voler un aigle en plein milieu de Paris, de le faire partir depuis la Tour Eiffel, qui va vous dire qu'après un aigle est dangereux? C'est la meilleure des démonstrations. Souvent, j'amène mes aigles dans des restaurants, dans plein d'endroits où on n'a pas l'habitude de les voir, des événements sportifs et autres. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens comme nous, les fauconniers, qui faisons l'effort d'amener ces animaux-là auprès des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller dans la montagne pour les découvrir, c'est tout. Donc c'est ce qui guide toutes tes performances que tu réalises avec les oiseaux en fait. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'aime tellement ces animaux que j'ai toujours envie de les montrer sur le meilleur jour. Et je trouve que quand on voit partir un aigle, quand on a skié l'aiguille du Midi, moi j'ai vécu un moment mais extraordinaire. Et alors dis-moi tout, Jacques-Olivier, quel est le prochain exploit que tu vas réaliser avec tes aigles? Ce sera au Moyen-Orient, puisque comme tu le sais, là-bas, ils ont une grande pratique de la fauconnerie. bien sûr. Il y a 80% des fauconniers de la planète sont concentrés là-bas. On va partir depuis la plus haute tour du monde, donc qui se trouve à Dubaï, la Burj Khalifa, qui culmine à 828 mètres de haut. Et on va essayer de faire descendre un aigle avec une caméra sur le dos, avec une retransmission pour la première fois en direct. Ce sera une première mondiale. Et les entraînements, on les commence là actuellement. Et tu vas voir, on t'a réservé une surprise pour demain, puisqu'on utilise des moyens d'entraînement vraiment, vraiment spectaculaires, tu vas voir. Ah, mais j'ai hâte de voir. Quel programme pour demain? Ouais, ça devrait être sympa. Hop là. Quelle envergure quand même, hein? Ouais, lui, il fait presque 2 mètres. Avant de me révéler le secret qui lui permet d'entraîner un oiseau à faire une chute libre de 800 mètres, Jacques-Olivier m'emmène au bord du lac Léman pour un premier entraînement. Nous rejoignons les jardins du château de Coudray, sur les berges du lac. Aux côtés de Jacques-Olivier, Eva, la jeune biologiste de l'équipe, va prendre part à l'entraînement. Non, bébé. Ah, il a envie d'y aller là, hein? Il est content. Bon, alors là, c'est magnifique l'écran où vous m'amenez, hein. Le lac Léman, les montagnes, le soleil, le ciel bleu, waouh! Ouais, il manque que la neige, mais sinon le reste, c'est vrai que c'est une carte postale aujourd'hui. C'est vraiment splendide. Il a envie là, on peut y Allez. aller. En plus, ouais, on Ah là, sent il a qu'il bien est envie, prêt, ouais, hein. exactement. Bah, nous aussi. Alors c'est parti. C'est tout bon. Juste face à moi s'envole le pigargue à queue blanche, l'un des plus beaux rapaces d'Europe. Son vol lourd est impressionnant, avec ses séries de battements d'ailes peu profonds qui rappellent celui du vautour. Dire que celui qui peuplait notre ciel français est aujourd'hui un oiseau oublié. Magnifique, hein. Alors Hélène, à toi. Donc le gant. Bras gauche. À gauche, toujours, hein. Voilà. Voilà, je vais te passer de l'autre côté. C'est toujours bien de profil.
Donc l'oiseau va arriver, il y a donc la récompense dans le gant. Il va arriver, il va se poser comme un papillon parce qu'on est face au vent. En vol, le pigargue à queue blanche tient ses ailes tendues à plat ou légèrement arquées lorsqu'il plane. À cet instant, je mesure la puissance, mais aussi la fragilité de cette espèce menacée. Parfait. Et là, tu le laisses manger. Magnifique. Parfait. Et maintenant, tu peux te retourner face à Jacques-Olivier. Ouais. Parfait. Et là, tu fais rien, t'attends. Et voilà. Ah oui, il part tout écoute, seul. c'est nickel. Le vol est magnifique. En revanche, il fait une courbe en rasant l'eau. Il n'utilise pas une trajectoire toute droite. Non, du tout. Et en plus, si tu as vu, il fait presque en plus une deuxième petite courbe. C'est vraiment pour se mettre face au vent, essayer d'avoir vraiment une meilleure portée au vent. Donc là, il va se rapprocher de l'eau, il pourrait passer un petit peu plus haut, mais jamais il aura tendance à monter puis à redescendre sur Jacques. Parfait. Magnifique. On n'a pas l'impression que ça demande beaucoup d'efforts quand même pour Non. lui. C'est souple. C'est exactement ce qu'il fait dans la nature. Et en plus, quand il y a du vent, toujours, ça l'aide Ça énormément. les Il y a une portée énorme et puis il a juste à ouvrir les ailes, une bourrasque et il s'envole très très facilement, quoi. Et alors là, ce type d'exercice, ça sert à quoi concrètement? Alors en fait, ça peut être soit vraiment juste habituer les oiseaux à l'eau, à travailler avec différentes personnes, ou Dans un contexte extérieur. exactement, en dehors du parc, quelque chose Ouais. qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Ou sinon, au tout début du travail, ça va être vraiment pour muscler l'oiseau. On est au-dessus de l'eau, donc impossible pour lui de se poser au sol. Il est obligé de se muscler et donc de faire la trajectoire complète pour rejoindre son fauconnier de l'autre côté. Bon. Écoute, là, c'est moi qui vais aller rejoindre le fauconnier. D'accord? Eh ben, écoute, je t'en prie. Cet entraînement de gant à gant qui muscle l'animal n'est pas suffisant. Il lui faut voler dans de plus grands espaces, en montagne, là où il ressentira les vents et les courants d'air. Magnifique, Jacques-Olivier. Mais ouais, mais en plus, tu t'es débrouillé comme une chef, quoi. C'était parfait. Non mais là, toi aussi sur le ponton, dans un cadre exceptionnel comme ça, Ouais, avec c'est le le cadre qui est pigargue au point, on dirait une pub. Eh ben écoute, tant mieux, si ça peut en tous les cas Pour- servir leur cause. Non mais c'est ça, une pub pour la cause animale, pour les aigles. Attends, dis donc, c'est sympa là ce qu'elle te dit, Hélène. Hein? Ouais, il s'en moque Ouais, un non, peu. je pense Lui, qu'on regarde s'en les fout. montagnes derrière parce que c'est son vrai souci, c'est ça à lui. Il dit, moi, je vais aller voler en montagne. Si Jacques-Olivier et ses oiseaux doivent s'entraîner en montagne, c'est parce qu'il a mis au point une technique à ski qui lui permet de prendre de la vitesse. C'est l'entraînement le plus abouti pour ces oiseaux. Un résultat époustouflant, comme le montrent ces images de l'année dernière. Mais problème, cette année, peu de neige en France. Cela peut-il compromettre les projets de Jacques-Olivier ? Tu me dis que tu les entraînes l'hiver sur les pistes de ski avec de la neige, mais comment tu fais cet hiver? Il n'y a pas un gramme de Ouais, neige. cet hiver, c'est quand même une condition exceptionnelle. On n'a pas vu ça depuis 20 ans. On n'a pas de neige. Donc là, on est en train de chercher, voir des endroits où il y a de la neige. A priori, sur l'est du massif alpin, il y a de la neige, c'est-à-dire Autriche et Suisse. Donc Ouais. on est carrément à se demander si on ne va pas aller s'entraîner là-bas. Parce que là, on est au stade où il faut vraiment que les oiseaux voient la neige et aillent s'entraîner. Impossible pour les oiseaux de rater une saison d'entraînement. Ce serait l'échec à long terme du projet de Jacques-Olivier, lui qui rêve de les voir voler sur les sommets enneigés. Seule solution donc, nous partirons demain pour la Suisse. Au parc des Aigles du Léman, chez Jacques-Olivier Travers, on participe à la sauvegarde d'espèces menacées à renfort de grands coups médiatiques. Les effectifs du pigargue à queue blanche sont en effet inexistants sur notre territoire national et restent très faibles sur notre continent. L'Europe serait-elle en retard en matière de conservation des espèces ? C'est ce que je vais chercher à comprendre auprès d'Eva, la jeune biologiste.
cette membre de l'équipe de Jacques Olivier procède chaque jour à la pesée de plusieurs oiseaux. Ici, un pigargue nord-américain, une espèce qui a aussi été longtemps persécutée, gravement mise en danger avec l'usage des pesticides. Une jeune femme parmi les rapaces, N'est-ce pas? avec un magnifique pigargue à tête blanche. cette Exactement. fois-ci. C'est l'emblème des États-Unis, celui-ci. Alors est-ce qu'il a le même statut que son cousin européen? Est-ce qu'il est aussi menacé? Non, celui-ci, heureusement, maintenant, les populations se portent très très bien aux États-Unis. Ils ont réussi à faire ce que l'Europe n'a pas pu. Ils ont protégé vraiment au bon moment leur emblème, quoi. D'accord, donc il y a eu tout un travail de sauvegarde qui a déjà été fait aux États-Unis. Exactement, de sauvegarde. Ils ont vraiment passé un acte où les pigargues à tête blanche sont extrêmement bien protégés aux États-Unis aujourd'hui. Cela dit, si c'est l'emblème du pays en même temps, Exactement. ils ont tout intérêt. Alors, verdict du poids, 32,45 pour aujourd'hui. C'est son poids de vol, c'est très bien. 3 kilos, 245. Oui, pardon, c'est dans Parce que le 32,45. jargon. Tout à fait. C'est idéal, il n'est pas trop faible et puis pas trop gros. Allez, c'est parti. Hop, je vais t'ouvrir Merci beaucoup. pour remettre Kéops. Exactement. Si le poids est surveillé de près, c'est que c'est le premier indicateur de l'état de santé des oiseaux. Ici, au parc du Léman, l'équipe de Jacques Olivier réalise un travail de l'ombre insoupçonné. Et ce travail, je vais en découvrir une nouvelle partie avec Johan, le bras droit de notre fauconnier. L'hiver est la saison des amours pour les vautours nés au front. De lourdes menaces pèsent sur cette espèce en France. Alors ici, on surveille de près la reproduction de ce couple. En passant la porte des coulisses du parc, je vais découvrir le résultat de cette union dans un lieu à première vue rudimentaire, mais d'une importance cruciale. C'est là que ça se passe. Puis il fait bien chaud en plus. Là, il fait chaud, ici. ouais. Ça fait du bien. À l'intérieur de ces couveuses, les œufs des néofrons. Je vois 37. Alors là, ça tourne 3. autour de 37,4 pour les œufs de néofront. D'accord. Les oiseaux là ne seraient pas capables de couver les œufs en ce moment à cause Alors, du froid? Ils pourraient les couver, bien sûr que si. C'est simplement que qu'en enlevant les premiers œufs qui vont pondre, Oui. on va avoir ce qu'on appelle une ponte de substitution. C'est-à-dire qu'ils vont faire une deuxième ponte derrière. Ok. Ça permet d'avoir 2 fois plus de chances d'avoir des petits. D'accord. Pour les espèces qui sont menacées, c'est important en fait. Ça nous permet d'avoir 2 fois plus de jeunes. Donc tous les jours, en fait, on va les retourner. C'est ce que font les parents dans la nature. Hein. Donc, on les retourne 180 degrés. Hop. On fait ça plusieurs fois par jour. Ça évite en fait que le jaune qui est dans l'œuf se colle à la coquille. D'accord, donc ça maximise le développement Voilà. du fœtus en fait. Si jamais le jaune se colle à la coquille, l'embryon ne va pas pouvoir se développer correctement. Donc là, en retournant l'œuf, le jaune reste constamment au centre et ça permet un bon développement. Vas-y, tu peux en prendre un. On va éviter de faire de l'omelette. Et là, il y a moyen de voir quelque chose ou... Alors là, on va regarder, ouais. Alors, La poche d'air. pour l'instant, on voit pas grand-chose. Ouais, on voit C'est pas encore un peu grand-chose. tôt. Ouais, ouais. Ah bah oui, là, le jaune est là. Et là, le jaune, là, on voit bien qu'il est que plutôt d'un côté que de l'autre. Hein. Là, on voit, oui, il est Ouais. plutôt sur le haut. D'où l'intérêt de les retourner, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Il est encore un peu tôt pour distinguer une éventuelle vascularisation autour du jaune qui serait la preuve d'une fécondation. Après 50 jours de couvaison, les œufs éclosent. Selon l'espèce, Johan sera en charge du nourrissage des premières semaines. Ainsi, les aigles sont généralement remis à leurs parents, tandis que les vautours et les rapaces nocturnes sont plus souvent imprégnés à l'homme. Ces oiseaux seront ainsi plus faciles à travailler et a priori moins farouches.
Malgré sa grande taille, difficile pour Johan d'attraper cette chouette laponne. Elle doit pourtant subir un prélèvement par Philippe Lebrun, le vétérinaire du parc. Mon confrère est régulièrement dépêché pour la surveillance sanitaire relative à la grippe aviaire. La contamination par le virus sur un individu pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le parc. L'éradication totale des effectifs. Voilà. Le docteur Lebrun ne transige pas. Il va réaliser des prélèvements sur plusieurs individus, choisis de façon aléatoire. Jacques-Olivier et moi le rejoignons pour la prochaine intervention. Il s'agit de former une véritable équipe pour se frotter au plus grand oiseau d'Europe. Celui-là. Celui-là. Ouais, celui-là. Voici le gypaète barbu, un volatile montagnard classé parmi les espèces en danger. Grâce à un programme européen de protection lancé voilà 30 ans, on compte environ 230 individus sauvages en France. Bon, je te laisse ouvrir. Ouais. Donc là, on se répartit, nous on attrape la bête, Voilà. et puis après on nous, va fait le faire. prélèvement. Et Ok. laissez-nous attraper d'abord. D'abord les fauconniers et Ouais. ensuite les vétérinaires en action. Exactement. Ouais. Comment ce gros vautour va-t-il réagir à la contention et aux manipulations? Doucement. Voilà. Attends, je te tiens les pattes, bouge On pas. va poser ça là. Hop. Ah, elle me tient. On dit Oh, toujours- ça va, en douceur les garçons là. Ouais, alors c'est bien débrouillé là. Allez. Alors Philippe, Alors, ouais, quelle est l'action du veto là maintenant? on va lui ouvrir le bec. On a un ouvre-bec là. Ouais. Et je vais déjà le mettre et puis après. D'accord. Voilà, comme ça. Nickel. Tu le tiens. Voilà. Donc là tu vas prendre des cellules. Ouais, je vais prendre de la salive. de la des salive, des cellules de la muqueuse. Voilà. Comme ça. Faut se mettre sur la pointe des pieds pour faire Voilà. le prélèvement. On le remet. Très C'est bien. tout bon. Ouais, ça fait pas mal. Hein. Et maintenant, dans les selles, on va refaire un prélèvement. Voilà. Donc, Alors on recherche le cloaque. Il y a beaucoup de plumes quand même là. Hein. voilà. On y est. Voilà. T'es dedans. Ouais. Voilà. Il sort. Pas très agréable. Ça n'a pas l'air d'apprécier. Voilà. Hop. On Bon. n'a pas aimé. Voilà. C'est bon. On va sortir et puis on la libérera quand on sera dehors parce que là, elle va pas être super contente. Et on va surtout libérer Johan aussi. Et puis Johan sera content aussi. Ouais, mais bon, lui, il est costaud. Hein. Ces prélèvements seront analysés en laboratoire. Ah, bien, bébé. Que l'on soit fauconnier ou vétérinaire, je comprends qu'ici on ne prend aucun risque qui pourrait mettre encore plus en danger ces espèces déjà fragiles. C'est un travail d'équipe, hein. Fauconnier, vétérinaire. C'est ça qui est joli, je trouve, aujourd'hui, dans l'évolution de nos métiers à nous. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, un fauconnier, il ne touchait pas du tout à la conservation, parce que c'était deux blocs totalement différents. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a une grande partie du succès de conservation qui passe par les parcs zoologiques, parce que c'est des seuls endroits où on reproduit ces espèces-là, où on peut les étudier aussi, parce qu'eux, ils mettent au point des bases de données aujourd'hui sur tout ce qui est ADN, choses comme ça, qu'on n'avait pas avant. Donc on a vraiment l'impression aujourd'hui voilà, que ces deux mondes se sont retrouvés, réunis, et puis qu'ils vont travailler dans le même sens. C'est ça qui est bien, quoi. Ah ouais, c'est intéressant pour nous aussi parce que ça nous change. Oui, de la pratique La pratique, quotidienne, oui. j'imagine. Voilà. L'union fait la force. Voilà peut-être la clé de la réussite en matière de sauvegarde des espèces en danger. Changement de décor. Rendez-vous était pris sur les montagnes enneigées de Davos, à l'est de la Suisse. Rendre leur liberté à des aigles, c'est pour certains l'ambition d'une vie. C'est le premier entraînement de l'hiver pour Jacques-Olivier et ses oiseaux, qui ont fait le déplacement avec toute une équipe. Entraîner un aigle impérial à décoller de la plus haute tour du monde ou préparer la réintroduction d'un pigargue dans la nature, ces prouesses ne s'improvisent pas. Quel est le programme de la journée? Eh ben, tu vois que tu m'as trouvé dans la montagne. Bah oui.
On a une météo qui est plutôt favorable. Bon, les oiseaux ont fait 500 km. Ça a été Ouais, bah c'est long. Hein, C'est long. Et Parce que là, c'est la première fois que tu vas skier cette année avec eux ici en plus. Alors, ils sont jamais venus ici et cette année, ils n'ont pas vu une fois les skis, moi non plus d'ailleurs. Le but, c'est qu'ils reprennent un petit peu l'habitude. Parce que tu sais, regarde, ne serait-ce que le bruit de ton anorak sur toi, pour toi, ça te paraît normal. Et lui, Pour c'est un aigle, nouveau bruit. Bah ouais, c'est un nouveau bruit. C'est un oiseau très routinier. Un aigle, lui, ce qu'il aime, c'est que tous les jours, il est à peu près de ses repères. Donc là, on lui en change beaucoup d'un coup. Donc on va y aller en douceur. Mais a-t-il une bonne mémoire, cet oiseau? Ouais, par contre, c'est une mémoire extraordinaire. Moi, je m'aperçois que d'année en année, puisqu'il y en a maintenant, je skie avec depuis plus de 2 ans, 3 ans, il leur faut 2 jours, 3 jours, puis après, c'est reparti, quoi. Étape indispensable avant le premier vol à ski de l'année, Jacques-Olivier analyse le terrain. Il va dans quelques heures entraîner son pigargue à travailler son aérologie. Autrement dit, lui apprendre à utiliser les masses d'air. Pendant notre repérage, les équipes du Fauconnier préparent le drone qui va élever à plus de 150 mètres Darshan, un aigle impérial. Cet outil prépare notre oiseau à s'envoler de la Burj Khalifa, le gratte-ciel de Dubaï qui culmine à plus de 800 mètres. Le paysage est grandiose. Ouais, c'est très très beau. De notre côté, le repérage se termine. Voilà, Jacques-Olivier, que penses-tu de l'état de la piste après notre repérage? Écoute, je suis agréablement surpris par la neige parce que par rapport à chez nous, ils ont de la neige un peu et surtout elle est bien en bonne qualité. Donc ça déjà, c'est agréable à skier. Ouais. Ensuite, bon, l'inconvénient, c'est qu'on est très haut. Hein, t'as vu, on part à 2700 mètres, on finit à 2000 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de végétation. Pour l'oiseau, c'est quand même pas l'idéal parce que lui, il aime bien aller se poser dans les sapins, aller faire son petit tour et tout ça. Comme je dis souvent, c'est des oiseaux qui ont une telle finesse. Hein, on dit toujours qu'un oiseau, c'est une finesse de 30. C'est-à-dire qu'il va faire 30 km sans faire un mouvement d'aile et il va descendre que de 1000 mètres. Donc ici, pour lui, il peut vraiment s'amuser des heures sans faire d'effort quasiment. Donc voilà, on lutte quand même contre son instinct qui est de s'amuser, qui est de voler, qui est de... Donc, Tu parles d'amusement, du coup. c'est clair. Pour eux, ils adorent. D'ailleurs, tu les vois sauter dans les caisses et tout. Même prendre le télé... Après, quand ils ont l'habitude de prendre le télésiège et tout ça, ils adorent. Quoi. Ah ouais. Bah oui, parce qu'ils savent qu'on remonte, on va voler, on descend. C'est plutôt sympa pour eux, quoi. En quelques minutes, la belle météo promise se transforme en épais brouillard neigeux. Le Fauconnier doit vite équiper Darshan pour son vol dans le drone avant que le vent ne souffle trop fort. Ouais, là, tu vois, on est en montagne, la neige arrive. Ah oui, hein. la neige arrive, Ouais. le temps change On est venu la vite. chercher- On est venu la chercher, on la trouve pour le coup, mais elle nous arrange pas là. On va essayer de Alors, faire vite. là, ce n'est plus un pigargue à queue blanche, non, là. c'est un aigle impérial. Là, tu cherches à lui mettre un Ouais, chaperon. parce que, ouais. L'objectif, hein, c'est de limiter les stimuli. Ouais, c'est de visuels, mettre aucun parce que là, on va lui mettre la caméra auditifs. sur le dos. Et D'accord. donc, on va fixer sur son harnais, tout ça. On a besoin de travailler, c'est minutieux. On a des petits écrous à mettre, des calages de caméra. Donc là, c'est aussi bien qu'il nous, entre guillemets, qu'il nous laisse tranquille. Ils ont un harnais qui est fait sur mesure. Ah oui. Qu'on voit d'ailleurs absolument pas. Mais non, mais je vois rien. Et voilà, la caméra est en place. D'accord. C'est assez pointu, en fait, ça paraît tout simple. On a mis quelques années pour arriver à faire vraiment des images parfaites. Ouais. Mais aujourd'hui, on est assez bien calé là-dessus. Bon, c'est pas Bioman, c'est Ouais, Bio-Eagle. C'est Bio-Eagle, ouais. Bon, bah, Yoel, je te laisse s'il veut bien me lâcher, parce que là, j'ai un doigt en moins, là. Je dis rien, mais... Darshan est alors installé dans la cage de ce drone spécialement conçu pour l'entraînement. Mais pourquoi utiliser ce drôle d'hélicoptère ? Celui-là, c'est un drone un peu particulier, hein, t'as vu, Impressionnant, hein. ouais, c'est une caisse en carbone, donc ultra légère. On peut me rentrer l'oiseau dedans, comme dans sa petite caisse tout à l'heure quand on a skié. Il y a des portes qui s'ouvrent ici, qui lui permettent de sortir quand il veut, s'il a envie. Et si jamais on avait un problème avec le drone, ça peut nous arriver en l'air, on a même une trappe de sécurité dessous qui libère l'oiseau et qui permet d'échapper si on avait un problème sur un moteur du drone ou autre. Et donc avec ça, on va monter à combien de mètres, hein? Là, aujourd'hui, on va pas monter très haut parce que tu vois qu'il y a beaucoup de vent et il y a de la neige, donc ça va être, je pense, autour de 60 à 80 mètres. Nous, ce qu'on cherche, c'est la verticalité. La tour, c'est 828 mètres. Je vais appeler juste au bas. On n'a pas de falaise, nous, de cette hauteur dans nos Alpes, quasiment. Donc là, ça nous permet de monter assez haut et d'être vraiment sous le drone et d'habituer l'oiseau à faire un plongeon comme ça sera à la tour. Donc c'est vraiment l'outil qui a été fait pour ça aussi. D'accord. On va aller se mettre, nous, tout au bout sur le dernier jump là-bas et puis on va attendre Darshan. On y va ? Je te suis. Le drone décolle, l'oiseau à l'intérieur. Le vent souffle de plus en plus fort. Oula, t'as vu le vent ? Ouh là là, c'est le vent, Ouais, ça. ouais, c'est le vent, ouais. punaise.
Ce qui semblait être un problème climatique s'avère être un problème mécanique. Et non, on a un moteur en rade. J'aimerais pas être à la place de l'aigle, là. Ouais, là, ça se coule, là. Non, on a un moteur en rade, je pense. Je vois un moteur En fait, on droit. voit l'hélice au fond, là, à Ouais. droite, qui a l'air un petit peu moins efficace que les autres. Ouais. Et d'un coup, Ouh là là. plus de peur que de mal. Le système de secours a parfaitement fonctionné. Darshan a rejoint le gant de Johan sans encombre. Mais pour l'heure, au vu des conditions climatiques, tout le monde remballe, l'exercice est terminé. À cet instant, je prends conscience que les défis de Jacques Olivier avec ses aigles imposent parfois de prendre des risques. Que pense-t-il de tout ça ? Eh bien, nous qui attendions la neige, je crois que là, Je craignais que tu me la fasses. tu as une démarche qui est quand même assez particulière, assez différente de toutes les associations de sauvegarde des animaux qu'on connaît, qui sont plus dans l'observation terrain. Toi, tu es dans la performance, dans quelque chose de spectaculaire. Est-ce que c'est tout aussi efficace ? Oui, disons que je ne suis pas allé dans la performance pour aller dans la performance. L'enjeu des 30 prochaines années, c'est de passer de la captivité à la nature. On a fait pendant 150 ans l'inverse. On est passé de la nature à la captivité. Ouais. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à passer de la captivité à la nature. Il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Ça marche, tant mieux, quelle porte ouverte, c'est fabuleux. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on va nous reprocher ? D'avoir essayé avec 2 ou 4 oiseaux qui sont retournés dans la nature ? Quel est le problème ? Donc moi, je dis juste, soyons audacieux, soyons téméraires, et puis essayons. Jamais tu as l'impression de trop les pousser, de leur faire prendre des risques à tes oiseaux ? Certainement, on peut me le reprocher, j'en sais rien. Moi, j'aime bien repousser les limites. Il y a quelques années encore, j'ai fait partir des aigles. J'étais le premier à faire partir des aigles depuis des ULM, depuis des hélicoptères, tout ça. Tout le monde me traitait de fou en me disant, mais il va se broyer dans l'hélice, il va machin. J'en ai fait des dizaines et des dizaines de sauts comme ça et tout ça. Et je me suis aperçu que mes oiseaux, ils adoraient ça. Donc il faut aussi des fois se méfier de notre analyse, de notre anthropomorphisme, entre guillemets, qui va nous faire penser à la place des animaux. L'aigle, il ne voit pas les choses de la même façon que nous. J'essaye de ne pas les mettre dans une situation où leur intégrité physique pourrait être mise en jeu, si tu veux. Mais après, j'aime bien voir jusqu'où ils peuvent aller. Puis ils me surprennent souvent, ils vont beaucoup plus loin que je pense. Hein. Plutôt eux qui me poussent d'ailleurs. Parce que moi, je faisais pas de parapente, c'est comme ça. Et c'est eux qui m'obligent quelque part à les suivre, à y aller. Donc, non, c'est un jeu qui est sympa entre nous. Oui. Après, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de frustrant quand on travaille avec des aigles ? Tu as toujours ta fauconnière avec ta viande, tes petits morceaux de poussin en toi. Ils reviennent sur ton gant pour chercher la récompense. Ils viennent pas forcément sur ton gant pour toi. Oui, mais ça, encore une fois, c'est à la fois vrai et faux. Ce qu'il faut comprendre, la récompense, c'est l'oiseau, tu fais bien ton truc, je suis content de toi, je te donne la récompense. Mais moi, s'il n'a pas envie de faire le truc, il s'en va, quoi. Et moi, mon objectif, c'est justement de les rendre indépendants. C'est comme avec nos enfants. Enfin, moi, j'ai une fille aujourd'hui qui a 17 ans. Comme je lui dis souvent, je lui dis, mais je suis pas là pour te materner, je suis là pour faire de toi une femme et que tu puisses être libre un jour. Mes aigles, c'est pareil. Si un jour, ils ont plus besoin de moi et qu'ils partent et qu'ils vont trouver leur nourriture tout seuls, je fais tout pour. Ouais. Je fais tout pour. Moi, il y a des oiseaux, je sais qu'ils quitteront jamais, ils passeront leur vie avec moi. Parce que je le sens, on a ce rapport-là. Il y en a d'autres, ils sont avec moi parce qu'ils ont besoin, comme tu le dis. Ils ont encore besoin de ma nourriture, ils ont besoin de mon réconfort, ils ont besoin de ma sécurité. Mais le jour où ils en auront plus besoin, ils partiront, mais je serai super content pour eux. C'est mon travail d'éducateur, entre guillemets, enfin, c'est mon métier, quoi. Tu as encore beaucoup de projets ou pas pour la sauvegarde et la réintroduction des aigles dans leur milieu naturel ? Moi, c'est ce que je dis, tu sais, les pillards à queue blanche, j'ai découvert ces oiseaux dans un livre quand j'avais 12 ans. C'était un ornithologue suisse qui disait « Je vois passer ce géant, peut-être ne le sait-il pas, mais est-il le dernier de son espèce ?» Et j'avais 12 ans, mais ça m'a marqué. Et je me suis dit, moi, ma mission, c'est de revoir cet aigle un jour dans la nature. Et depuis 25 ans, 30 ans, voilà, je me consacre à ça. Touché en plein cœur par le pigargue à queue blanche, Jacques Olivier s'évertue depuis à lui rendre sa liberté. 3 décennies plus tard, il est à 2 doigts d'atteindre son rêve d'enfant. Alors que le soleil fait son grand retour, le fauconnier m'invite à l'entraînement de Fletcher, notre pigargue à queue blanche. Si le vol de la tour de Dubaï servira à sensibiliser le public, l'enjeu principal pour Jacques Olivier, c'est avant tout le travail de l'aérologie en vue d'une réintroduction. Voilà 9 mois que Fletcher n'a pas volé à la montagne en plein hiver.
Va-t-il se souvenir de cet exercice? Alors, il est sorti. Ouais, on va le laisser faire. Attends, il est en train de te le mettre comme il faut. Allez, gros! Fletcher n'hésite pas une seconde et se dirige instinctivement vers Jacques-Olivier. Voilà. Ouais, c'est bien. Super. Pas mal. Ensemble, ils sont en parfaite harmonie. Fletcher n'a rien oublié de ce vol, du jeu avec l'homme vêtu d'orange qui lui montre le chemin. T'es un grand malade, toi. Ah, mon Dieu, mais... Ah, il est hystérique, là. Il a vraiment envie de jouer. T'as vu le vol qu'il... Là, il est parti haut quand même. Il est parti haut, mais t'as vu le piqué? Il vient tout de suite me rechercher et tout. C'est trop marrant, quoi. Bon, là, tu vois qu'il joue, quoi. Ouais. À la limite, presque, il a pas envie de voler aujourd'hui. Il a envie de jouer. Pour lui, toi, je suis la cible. Je cours, ça va vite. Il faut que je rattrape. Et quelque part, c'est extrêmement bon pour nous parce que c'est exactement ce qui va se passer dans la nature. Le jour où il va devoir poursuivre quelque chose de tout ça. Et là, tu vois, on a de la vitesse. Hein. On est descendu super vite. Mais il n'a pas mis longtemps à nous rattraper. Il va falloir qu'on s'amuse aujourd'hui. Hein. Bon, on remet ça? Allez. Ok. On y va. On y va. On peut y aller. Pour son dernier vol au bout de la piste, Fletcher prend un courant d'air chaud. Grisé, heureux, il décolle vers d'autres cieux. Puis fait alors face à un vrai dilemme. Soit poursuivre sa vie confortable auprès de Jacques-Olivier, soit prendre le risque de rejoindre son milieu naturel. De le voir voler de ses propres ailes, je me dis qu'il symbolise bien la croisée des chemins de chacun d'entre nous. Mais surtout, la liberté que l'on souhaite offrir à tous ces animaux menacés.